Aujourd'hui, dans Au cœur des choses, nous recevons notre toute première invitée. Cette invitée, c'est une personne un peu spéciale pour nous, puisque c'est celle qui a déclenché, malgré elle, l'envie de créer ce podcast. Nous devions donc de commencer cette aventure avec elle. Nous recevons aujourd'hui Nora Sadki. Nora a un parcours de vie très riche et nous allons partager avec vous cette discussion dans laquelle nous allons essayer d'aller au cœur de son parcours en espérant que cela vous inspire. Bonjour Nora, bienvenue parmi nous, bienvenue dans la grande première de Au cœur des choses. Donc tu es notre toute première invitée. J'ai la chance aussi aujourd'hui d'être assistée de ma fille, Kaina, qui est parmi nous. Bonjour Kaina. Bonjour papa. Et une fois n'est pas coutume, vu que Kaina est avec nous aujourd'hui, je vais la laisser démarrer cet épisode. À toi Kaina. Bonjour Nora. Bonjour Kaina, bonjour Samy. Bienvenue dans notre podcast, on est super content de te recevoir. Merci, moi de même. Alors avant de te laisser la parole pour que tu te présentes, j'aimerais que tu le fasses d'une façon un peu spéciale. J'aimerais que tu nous présentes l'enfant que tu étais. Alors, c'est tout à mon honneur de me présenter ainsi parce que l'enfant que j'ai été, J'étais une petite fille adulte à l'âge de 8 ans. J'étais une petite fille qui était beaucoup plus avec sa grand-mère et ma mère qui m'ont beaucoup inspirée au niveau de la cuisine. Parce qu'en fait, chez nous, à l'âge de 8 ans, tu étais à l'âge déjà de faire à Rome, la petite boulette de semoule, la galette. Donc, je me souviens très très bien que j'accompagnais ma grand-mère quand elle faisait à Rome. Et je sais que j'ai eu l'honneur qu'elle me refilait une toute petite poule pour que je la façonne à ma manière. Alors, des fois, je la fais à un cheval, des fois, je la fais une petite brebis, un petit loup, un petit renard. Je la façonnais à ma manière, à mon imagination. Et c'est à partir de là que j'ai eu l'amour de la pâte, de manipuler la pâte de Rome entre mes doigts. Et c'est là que j'ai tissé le lien avec la cuisine. C'est à l'âge de 8 ans. Avant, à 8 ans, il fallait que tu maîtrisais vraiment à Rome. C'est la base. C'est la base d'une cuisine. De quelle cuisine ? Alors, c'est une cuisine d'inspiration kabyle. Je suis de la région de la Kabylie, je suis de Bijaya. Avant, c'était... imposer la cuisine aux filles, c'était primordial. La cuisine, même si la fille partait à l'école, il fallait qu'elle maîtrisait d'abord la cuisine. C'était la règle numéro 1 d'avoir une fille bien élevée, qui sait cuisiner. On l'a préparée déjà pour fonder son foyer, quoi. D'accord. Voilà. Ok, donc c'était la petite fille qui était obligée de passer par la cuisine. Mais toi... On était toutes obligées de passer par là. T'as développé quand même une certaine passion pour ça. Parce qu'aujourd'hui, t'es connue pour, pas que pour la cuisine, mais principalement pour la cuisine. Comment t'as développé cette passion malgré l'obligation ? Alors, c'était une obligation parce que Nora, avant qu'elle devienne sous l'image ou sous l'apparence que vous la connaissiez là maintenant, j'étais quand même une femme au foyer. Donc, je m'occupais de mon foyer, je cuisinais. J'aimais m'éclater en cuisine, parce qu'en fait, c'est un passe-temps, en quelque sorte. C'est un passe-temps autour. Et là, la cuisine, vu que c'est un art, donc on sortait toute notre imagination dans les plats, dans comment on voulait garder le traditionnel, mais en même temps sortir de ce cercle de tradition pour lui donner une autre tournure, quoi. Donc on a cette passion de la cuisine qui arrive dès le plus jeune âge. Jeune âge, exactement. Et t'étais quel genre d'enfant, toi ? Alors, j'étais très dynamique. Et il paraît que j'étais speed, je bougeais trop, je faisais trop... Il paraît que j'avais au fond de moi aussi un talent qui est caché, j'aimais beaucoup chanter. Je crois qu'il n'est pas vraiment caché maintenant, ce talent. Oui, exactement. Mais voilà, c'est l'image que j'ai gardée en moi, en tout cas quand j'étais petite fille. Mais je trouve que la musique rime bien avec la cuisine, parce que moi, j'ai des souvenirs dans ma tête de ma mère, paix à son âme. Elle exprimait son état d'âme en chanson. Ça dépendait en fait le rythme qu'elle interprétait, mais selon le rythme, on comprenait son état d'âme. Des fois, il y a des chansons joyeuses. On s'est dit, maman, elle est contente et tout ça. Il y a des chansons tristes où elle exprime sa vie, parce qu'avant, la vie de couple de nos femmes, c'était pas facile. Elles n'avaient pas le droit d'expression, elles n'avaient pas le droit d'exprimer comment elles voulaient être. Et du coup, s'exprimer en chanson. D'ailleurs, il y a une chanson qui m'est restée dans la tête jusqu'à présent.
C'était une chanson de le grand poète Ait Mengelet. Ça s'appelait Ifari Vaoun Igmen Dessaoun. خلون تاع شراي حياتي ديون. Ben voilà, c'était pour traduire en tout cas. Ça chantait comme la feuille des fèves qui a grandi jusqu'à ce qu'elle arrive à la hauteur. Des dizaines de personnes ont travaillé, ils n'ont rien fait, mais une personne a réussi à tout faire. Donc, c'était son souhait que ses enfants aillent très très loin pour nous donner de la force. Ce que tu dis par rapport à ta mère et à sa façon de cuisiner, qui reflète un peu son état d'esprit, ça me rappelle aussi ce que Idir disait dans beaucoup de ses concerts, où il faisait le parallèle entre notre culture, la place de la femme dans cette culture et le fait qu'elle puisse se confier à ses instruments. Oui. Qu'est-ce que ça t'évoque, toi, tous ces passages d'Idir par rapport à ça? Alors, Idir, il a réussi à rendre en poème tout ce qu'une femme souhaitait de réaliser. Elle a chanté Veveinova, c'est une chanson, ancestrale et très explicative. Ça raconte une histoire, mais l'histoire, elle avait un sens. Et quand il chantait Aïlir pour sa fille, Lettre pour ma fille, ce n'était pas pour sa fille, elle n'était pas destinée que pour sa fille, elle était destinée pour toutes les femmes. Et jusqu'à présent, en l'écoutant, en décortiquant les refrains, on comprenait très très bien le message qu'il voulait nous passer. Et je me souviens aussi, il y a une femme du groupe Djurdjura qui a beaucoup chanté la femme aussi. Beaucoup chanté la femme. Et toutes les femmes, à ce moment-là, on le trouvait parce qu'il n'y avait pas, comme maintenant, il n'y avait que soit le post-cassette ou la radio chaîne 2 et tout ça. Quand il s'agit de Djurdjura ou de Yasmina, toutes les mamans, etc. Parce qu'en fait, dans chaque chanson, chacune se reconnaissait dans l'histoire de la chanson. C'est pour ça que j'ai dit que la chanson et la cuisine, la musique et la cuisine, ça rime ensemble. C'est tout un ensemble, en fait. C'est étroitement lié. Oui. Et toi, est-ce qu'en découvrant justement cette cuisine et ce lien entre la cuisine et la musique, t'as vécu de la même façon que ta mère ou ta grand-mère, cette association? Pas vraiment au même degré, mais ça reste... comme on a discuté, j'ai partagé ma vie en 3 catégories. La vie où j'ai passé de jeune fille, femme mariée, femme au foyer, qui élevait ses enfants. Puis je me suis mise à travailler. Mais en arrivant en France en 2014, c'était une autre paire de manches, complètement déracinée. Je ne savais pas arriver en France, débarquer comme ça dans un univers que tu connais pas, dans un milieu où tout est différent de ce qu'on a laissé derrière. Et par contre, c'est une expérience qui m'a permis de me découvrir moi-même, de découvrir Nora qui était au fond de moi, que au pays j'ai pas réussi à la faire sortir, à la faire exprimer. Malgré que j'avais un peu de liberté, j'étais commerçante, je travaillais, j'étais en contact avec les clients, avec ma communauté, mais je me suis pas autant exprimée qu'ici en France. Et je n'aurais jamais cru, ça sera peut-être très drôle de dire que Agrom m'a fait manger Agrom. En fait, la galette m'a fait manger de la galette. C'est en travaillant dans ce domaine que j'ai réussi à gagner ma vie et à subir aux besoins de ma famille, quoi. Et tu dis que tu as découvert la vraie Nora, en tout cas, qui était enfouie au fond de toi en arrivant ici, ou en tout cas pendant ton passage en France. Qu'est-ce qui fait que tu n'arrivais pas à exploiter la Nora à 100% de son potentiel en Algérie? Est-ce que c'est un blocage que tu te mettais ou est-ce que c'est de manière générale? C'était pas un blocage que moi je me mettais à moi-même, parce qu'en fait on vivait dans un milieu où il y avait par exemple, si c'était Nora qui était restée au bled là, je m'aurais jamais eu le courage de me mettre sur les réseaux sociaux. Quel que soit le contenu qu'on y met, là, j'ai beaucoup de ma communauté qui me suivent et qui m'adorent et qui me soutiennent. D'ailleurs, je les remercie à travers. Mais si j'étais là-bas, je serais pas vue ainsi.
il y a certaines limites à ne pas dépasser, quel que soit l'objectif qu'on a derrière, le but qu'on s'est mis sur les réseaux sociaux, mais ça serait pas vu comme il est vu là maintenant en France. D'accord. Pourtant, ça commence récemment à émerger un peu aussi. Exactement, ça commence. Et d'ailleurs, des fois on me dit... parmi les commentaires que je reçois, à votre âge, à ton âge, je comprends, parce que la tendance là maintenant, c'est la jeunesse qui se sont mis sur les réseaux sociaux et tout. Mais je me dis, moi, l'âge, des fois, je leur réponds, je leur dis, moi, je suis pas vieille, je suis une adolescente recyclée, c'est tout simplement parce que chacun au fond de nous, il y a toujours un petit enfant qui tout le temps, qui est là, qui essaye de vivre, même avec un âge adulte, qui essaye de s'exprimer. Bien sûr. Voilà. Et tu as l'air d'en être consciente en plus. Exactement. C'est ça qui est extraordinaire aussi. Nous, on se connaît un petit peu. Exactement. Et on le sent, cet enfant qui est en toi. Moi, en tout cas, je le ressens par rapport à cette insouciance. C'est-à-dire quand on te voit vivre, chanter, cuisiner, parler avec tout le monde... C'est une façon de m'exprimer aussi, d'exprimer... de dire que la vie continue, malgré que je me suis mise sur les réseaux sociaux dans un moment où j'étais vraiment, vraiment dans une période très, très noire de ma vie. C'était après la perte de mon fils Hillel. Et par contre, c'est lui qui m'a fait découvrir les réseaux sociaux. Moi, je ne savais pas, c'est lui qui m'a créé ma page Facebook à l'époque. Il m'a créé Instagram. J'étais amatrice, je faisais n'importe quoi et n'importe comment. Je me souviens très, très bien, le déclic. C'est ma première vidéo que j'ai faite sur le marché de Romainville avec Florian Honner, un vlogueur gastronomique. C'est comme ça que je te découvre d'ailleurs. Et c'était à partir de ça que c'était le déclic qui m'a fait connaître sur les réseaux sociaux. Je m'attendais pas que cette vidéo aurait autant de vues et qu'elle serait aussi appréciée pas que par notre communauté, mais par les étrangers aussi, les Français ici qui découvrent Nora à travers la galette farcie kabyle. À ce moment-là, je travaillais sur les marchés. C'est à partir de là que je me suis dit, c'est lui qui m'a dit, vas-y maman. D'ailleurs, ses copains, quand ils sont venus lors de son décès, il leur dit, vous connaissez pas ma daronne? Ils disent, non, on connaît pas votre daronne. Il a dit, écoute, ma daronne, elle est là, elle est avec Florian Honner. Il était tellement fier de ça. Et je sais pas si ce que je vais dire, c'est que ce que je vis là en ce moment, il me l'a prédit. Il me l'a vraiment prédit. Il m'a dit, maman, tu finiras par sur les plateaux de télévision, tu iras le voir. Et moi, à ce moment-là, je me doutais vraiment de moi-même. Je n'y croyais pas en moi. Je savais pas qu'un jour, j'oserais faire ça, quoi. Et à ce moment-là, t'as pas encore fait une vidéo? C'est après celle de Florian, non, mais c'est après sa mort. Parce qu'en fait, Florian, je lui avais promis de le faire découvrir un plat typiquement kabyle, c'était les boulettes de semoule. Et on n'a pas eu l'occasion de le faire. Et quand il a su que Hillel, que Dieu son âme, il était décédé, donc il m'a dit, Nora, est-ce que tu as le courage de faire ça? Parce que c'était un plat qu'il aimait vraiment, vraiment. C'est à partir de là, je lui ai dit, OK, on le fait. Et la vidéo, elle a fait, je ne sais plus combien de millions de vues, là. Je l'ai vue, c'est celle où les boulettes de semoule, voilà. Les grosses boulettes de semoule, d'ailleurs. Qui est devenu un plat phare chez Majouja, qu'on présente maintenant, que les gens viennent de très, très loin pour goûter ce plat, parce que, en quelque sorte, c'est devenu la Madeleine de Proust de chacun. Moi, c'est un des plats, justement, qui me rappelle mon enfance. Mais on va y venir, justement, à la cuisine. Je sais que Kaina avait quelques questions pour toi par rapport à certains plats ou à la cuisine. Mais donc, on est en quelle année, à peu près, à cette période-là? Alors, le déclic, c'était en 2017. 2017. La vidéo avec les boulettes de semoule, c'était en 2020, 2021. Mars 2021. Exactement, je me souviens, c'était le 8 mars. Et je tenais vraiment à ce que la vidéo soit diffusée le 8 mars parce que c'était la fête de la femme. C'était pour moi un hommage pour ma mère, pour ma grand-mère et toutes les mères du monde. Okay. Voilà. Si on reste justement sur cette vidéo, pourquoi tu as choisi de montrer ce plat parmi tous les plats traditionnels kabyles? Qu'est-ce qu'il évoque pour toi, ce plat? C'est une demande de Florian ou c'est toi qui l'as proposé? Non, c'est sur un coup de tête, c'était moi qui l'a proposé à Florian avant le décès de Hillel. Et ce plat, c'était sans que je le sache.
ce que ça allait arriver, parce qu'on a discuté de ça avant. C'était un plat qu'il aimait beaucoup, que tous mes enfants d'ailleurs aiment. J'ai remarqué, dès qu'il ouvre la porte, il sent l'odeur. La première des choses qu'il fait, il prend le téléphone, il appelle ses copains, ne faites pas à manger, ma daronne, elle a fait les boulettes. Donc, j'étais dans l'obligation, sans que je le sache, je faisais déjà des quantités en double parce que je savais qu'il y avait le partage. Donc, pour lui, c'était un plat qu'il aimait beaucoup, beaucoup, beaucoup partager avec ses amis. Et j'ai fait ce plat-là, c'est en quelque sorte de lui rendre hommage à lui parce que c'était un plat de partage pour lui. Et c'est un plat qui est vraiment pas très connu. Donc, il se fait que dans une région de Béjaïa d'Algérie, oui, exactement, de Béjaïa. Moi, j'ai beaucoup d'amis d'origine algérienne qui ne connaissent absolument pas. En fait, il y a deux versions. Il y a la version avec celle qu'on fait avec les tripes, celle qui est un plat très connu, travailler, les remplir avec du riz, des abats et tout ça. Mais celui-là, c'est à base vraiment de semoule qu'on mélange avec des plantes aromatiques, de la menthe, du basilic, de la coriandre. Et la cuire dans une sauce. Ok, donc si on retrace un peu, donc toi, t'arrives en France 2014. Oui. 2017, on a un peu ce déclic. Exactement. On peut appeler ça un déclic, qui s'enclenche après, qui se matérialise 2020, 2021. Tout à fait. Comment tu rencontres Florian? Il tombe sur toi par hasard au marché ou Alors, là, c'est une autre histoire aussi. À ce moment-là, je travaillais dans un restaurant qui s'appelait la Cantine des Mamas, qui était dans le 2e arrondissement, Paris 2, c'était au 88 rue Taboukir. L'adresse, elle m'est restée. Et il est venu comme ça. En fait, le concept de la cantine, c'était les quatre mamas du coin du monde qui cuisinaient une cuisine d'une région. Et moi, j'avais le côté oriental, donc je faisais de la chorba, je faisais du couscous, mais pas ce plat. Ce jour-là, il est venu, il a fait une vidéo, il a pris du biryani. C'était ma collègue indienne qui l'a fait. Mais par contre, elle m'a trouvée toute seule. J'étais toute seule en cuisine. Elle m'a dit, comment ça se fait une Algérienne? J'ai dit, non, c'est mon ami qui a cuisiné. Mais si vous voulez découvrir une cuisine algérienne kabyle, je travaille les dimanches et les vendredis sur le marché de Romainville. Et c'était pas tombé sur une oreille sourde, comme on dit. Il m'a suivi au marché. C'est là qu'il a découvert la galette farcie. Et cette galette farcie, moi, depuis mon arrivée en France, j'ai toujours travaillé sur les marchés, dans la street food. Et ce qui m'a attiré mon attention, c'est que notre cuisine, elle était méconnue. Par rapport à d'autres, elle était moins visible. Et à force de travailler d'un endroit à un autre, je commençais à découvrir que les gens s'intéressaient vraiment à notre cuisine. Elle était bonne. Elle était simple et les gens voulaient découvrir vraiment ce qui se cache derrière cette cuisine. Non, je comprends parfaitement. En France, on est quand même dans un pays de gastronomie. Tout à fait. Où les gens sont très curieux, on trouve toutes les spécialités. Et c'est vrai que concernant la cuisine, on va dire maghrébine, on retrouve depuis toujours des restaurants de couscous. Oui. On va avoir parfois quelques grillades, mais on n'avait pas grand-chose d'autre. Jamais à une cuisine algérienne. C'est comme si on a, je sais pas si par crainte, par honte, je sais pas, mais on mettait jamais une cuisine algérienne. On découvrait le couscous. La communauté kabyle, elle est en force à Saint-Michel. Il y a que des restaurateurs. On est la première catégorie de restaurateurs algériens après les Portugais, je pense. Si mes statistiques sont bonnes, mais c'était ça. Mais on disait jamais une cuisine algérienne. Ça a commencé timidement. Il y en a pas mal. Il y a pas mal de restaurateurs avant nous qui se sont installés à Paris exceptionnel. Mais ils ne mettaient pas la cuisine algérienne de l'avant. Je crois que Kaina veut intervenir. Tu avais une question, Kaina. Oui, alors ça représente quoi la cuisine pour toi? La cuisine, pour moi, ça représente beaucoup de choses. Déjà, de 1, je suis une maman, donc je suis obligée de cuisiner pour mes enfants. De 2, après la période de deuil que j'ai vécue, ça m'a guéri. Pour moi, c'est une thérapie. À force de cuisiner, on essaye de garder, de rester concentré sur ce qu'on fait pour qu'on ne sorte pas du contexte, pour ne pas vivre... parce qu'il y a des douleurs qui font très très mal au fond de nous, que même si on les vit, on atteint les autres. Justement, je me protégeais moi-même et de protéger les autres. Parce que j'ai une famille derrière moi qui tient à moi, qui
à qui je fais mal s'ils me voient triste. Du coup, à travers la cuisine, je m'éclate. Je m'éclate avec le contact des clients. Je vais vers eux, je demande leur avis. Et ma plus grande joie, c'est quand je vois quelqu'un qui vient me dire « Ah, c'est comme le couscous de maman, comme le couscous de ma grand-mère. » Et Dieu sait combien de gens, ils ont pleuré dans mes bras parce qu'ils se sont remémorisés des moments qu'ils ont vécu avec des êtres chers, qu'ils ont chers à leur cœur, qui ne sont plus là dans ce monde. Donc du coup, pour moi, la cuisine, c'est un terrain où toutes ces âmes se rencontrent. Et on est tous dans le partage. Justement, pour continuer dans ce thème-là, dans le restaurant dans lequel tu travailles, donc chez Majouja, rue Laffitte, j'imagine que tu as différents clients. Oui. Tu as ceux qui viennent justement se remémorer leur histoire, dont je fais partie. Oui. Et tu en as d'autres aussi qui travaillent peut-être dans le coin et qui tombent là par hasard et qui découvrent. Ils découvrent. Quel type de discussion, d'interaction tu as avec ces deux catégories? C'est vrai que chez Majouja, on a pas mal de catégories de clients. Comme tu viens de dire, Samy, on a ceux qui viennent remémoriser des moments chaleureux qu'ils ont vécu avec des êtres chers. Il y en a ceux, en costume cravate, qui découvrent cette cuisine. Je sais pas, ça les intrigue. Une galette, arôme, farcie. Et sachant que Majouja a démarré dans des circonstances très difficiles, c'était pendant le confinement, il n'y avait que de le take-away. Donc, on voyait les gens avec le masque, on avait du mal à mettre les images sur les personnes. Mais ça ne nous empêchait pas qu'on voyait leur sourire qui s'écartait vers les yeux. Je me souviens un jour, il y avait quelqu'un qui était venu. À ce moment-là, on n'était que 3, moi, Katia et une serveuse. Et il était en train de lire la carte, il faisait la queue, mais j'ai vu la joie dans ses yeux. Il s'est rapproché du tableau de menu et il a dit « ça alors, je m'attendais à tout, sauf le marfoul dans le 9e. » Et le marfoul, c'est un couscous végétarien spécialement kabyle. Il y en a qui l'appellent mesfouf. Le marfoul, il a dit « je m'attendais vraiment à tout, sauf ça. » On dit « pourquoi, why not, pourquoi pas ?» Mais pourquoi pas? C'est une cuisine comme toutes les autres, qui a besoin de lumière, sauf que c'est une cuisine des mamans qui était trop à l'ombre, donc qui était enfermée dans les cuisines. Une cuisine familiale. Et je pense que c'est le grand temps et le grand moment de la faire sortir. Et jusqu'à présent, alhamdoulilah, comme on dit, on est très très bien accueillis. On a réussi à acquérir une certaine clientèle qui viennent permanent, qui ramènent d'autres, qui font des événements avec nous, qui font des soirées privées chez nous, avec une cuisine algérienne. Et à un moment donné, on a fait même Tasvent, qui est un plat familial, en finger food, pour leur faire découvrir ça, pour vous dire, voilà, notre cuisine, elle est flexible à toutes sortes de prestations. C'était lors d'un événement, ça? Oui, c'était l'année dernière, je pense, au festival Felfel à l'Institut du monde arabe et à l'Institut Cartier. Génial. Ouais. Donc, moi, je me reconnais parfaitement dans ce que tu viens de décrire, parce que moi, je t'avais découvert dans, justement, les vidéos de Florian. Les deux. Puis j'ai entendu parler du restaurant Majouja à la radio. Donc je crois que c'est pendant le Ramadan sur Beurre FM. Oui. Oui, super. Et je fais pas encore le lien entre toi et le restaurant, et Katia. Oui. Et un jour, pareil, je me balade dans le 9e, puisque je travaille pas très loin. À côté. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est la galette arôme, comme ça, en vitrine. Tu sais, je faisais en train de faire la galette farcie. Et j'ai bloqué complètement. Je suis resté devant, j'ai bloqué. J'ai dit, mais c'est de chez moi, ça. Oh, voilà. J'ai pas l'habitude de le voir dans le coin. Qu'est-ce que c'est? Et je suis rentré. Et c'est là que j'ai connecté. On a discuté un peu avec toi, Katia. Et c'est là que je connecte. Toi, que j'ai découvert lors de ces vidéos avec Florian. Katia, que j'avais entendu à la radio. Le fait que ce soit pas très loin. Et c'est toujours le même retour. On a des gens qui s'arrêtaient. En fait, l'objectif du restaurant Majouja, c'est de mettre en valeur la cuisine, mais pas que. L'objectif, c'est pas d'avoir 20-30 galettes qui sont pliées là-bas, qui attendent le client. L'objectif, c'est que le client voit la vraie galette qui sort de la plaque direct sur la table. En fait, on ne se basait pas sur la quantité, mais beaucoup plus sur la qualité pour faire connaître. C'est parce que si on veut faire connaître cette cuisine, il faut qu'elle soit être connue sur visible et sur sa vraie base, sur l'authenticité en fait. C'est vrai que, alors, allez, je peux dire un truc, peut-être, Tasvent, elle n'est pas instagrammable, elle n'est pas belle en photo.
On pourrait, mais c'est vrai. Mais l'amour qui est dedans, il est plus grandiose que ça. Parce que si on cherche à perfectionner, je suis pas contre comment dire. Là, on est chez Majouja, une cuisine trendy. Je suis pas contre revisiter quoi que ce soit, mais c'est bien de garder cette authenticité dans les plats. Parce que, allez, je peux faire, je sais pas quoi, je vais dire des conneries peut-être. Je vais faire un tasvent avec du riz. Je vais le donner à quelqu'un qui connaît pas la cuisine algérienne. Donc, je suis en train de le mener sur une fausse information. C'est pas ça la cuisine kabyle. C'est pas ça la cuisine algérienne. Mais pour lui, il a mangé chez des Algériens, donc c'est algérien. Donc, c'est pour ça que je maintiens souvent ce que je dis. Il faut présenter notre cuisine sur sa vraie base, sur son authenticité. Et c'est grâce à ça que, au début, la rechta, elle était vraiment très, très méconnue dans le 9e. Ils croyaient tous que c'était des nouilles chinoises. Ça y ressemble de loin. Ça ressemble, oui, ça ressemble, mais c'est très, très différent. La rechta, c'est un plat vraiment qui demande beaucoup de travail, surtout pour la pâte. D'ailleurs, c'est pour ça que Paris Première s'est intéressé à ce plat. Ils sont venus, ils sont filmés. Quand ils ont vu le temps que prenait faire de la rechta, c'est vrai que c'est facile de la faire évaporer, de la mettre sur la table, mais il faut voir le travail qui est derrière. Et c'est ça que je me dis qu'il y a les femmes, elles font des miracles, elles ont de l'or entre les mains. Et quand je dis les femmes, je parle de toutes les mamans, de toutes les femmes algériennes qui font des merveilles et qui sont dans l'ombre. Et si, à travers notre travail, que ce soit le mien ou celui de Katia, de mettre en lumière ces femmes-là, c'est tout un autre honneur. Et c'est un combat noble, parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes, au-delà des femmes algériennes, il y a aussi beaucoup de femmes qui sont dans l'ombre, oui. Et que vous œuvrez, en tout cas, vous apportez votre contribution. Exactement. Mais nous, on trouve ça génial. Oui, c'est pour ça que le restaurant, là, je sors un petit peu de moi-même, je parle un petit peu du restaurant Majouja, parce que moi, je tiens vraiment... cet endroit, il m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé dans une période où j'en avais vraiment besoin. Ça m'a aidé à avancer dans ma vie. Katia, elle m'a mise beaucoup de l'avant. Katia, c'est une personne qui a beaucoup cru en moi. Elle a vraiment cru en moi. Je peux dire qu'après Hillel, c'était elle qui a cru. Hillel, il a cru beaucoup en moi parce que c'était un jeune qui voyait en sa maman qui allait très, très loin. Puis, avec Katia qui venait derrière, elle m'a toujours soutenue, elle m'a mise de l'avant, elle m'a fait confiance, elle m'a donné carte blanche sur tout. Et du hamdoulilah, cette complicité entre nous, ça nous a aidé beaucoup. Lui, ça a été le premier à voir ton potentiel. Oui. Que toi-même, tu ne voyais pas. Moi-même, je ne l'ai pas vu. Et c'est Katia, qu'on salue d'ailleurs, qu'on espère avoir un jour aussi avec nous ici, qui a pris le relais justement dans... Oui. Et Katia, quand je l'ai connue, dans des circonstances où j'étais en poste dans un autre lieu, pas très loin du 2e aussi. Le 2e arrondissement, c'est un arrondissement que je connais très bien parce que mes enfants ils sont scolarisés là-bas. Donc, mon début, c'était là-bas. Et elle était à la recherche d'une cuisinière. Donc, elle a vu que je travaillais dans un restaurant algérien. Elle est passée, on a discuté. Nous, les Algériens, quand on se rencontre, c'est comme si on se connaissait depuis l'éternité. Et elle me disait que voilà, elle m'a découvert, elle aussi, sur la vidéo de Florian Honner. Voilà, elle m'a expliqué qu'elle était sur un projet, qu'elle allait faire mettre en avant la cuisine algérienne dans le 9e. Elle cherche une cuisinière. Mais moi, à ce moment-là, j'étais en poste. Je lui ai dit, OK, laisse-moi ton numéro. Si quelqu'un, parce qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent, je te l'envoyerai. On a pris un thé, on a discuté. Avant de partir, je l'ai accompagnée. Elle m'a dit, tu sais quoi? Elle m'a dit, c'est toi qu'il me faut. À ce moment-là, j'ai rigolé. J'ai dit, j'aurais bien aimé, mais là, je suis en poste. À ce moment-là, je travaillais. Et là, je parle d'une période vers la fin 2019. Et le confinement, il y est arrivé, 2019. Chômage partiel, puis chômage complet. Et elle allait ouvrir. Fin août, début septembre. Malheureusement, il y a eu l'accident de mon fils en novembre 2020. Je suis revenue vers elle, je lui ai dit, trouve-toi quelqu'un. En ce moment, c'est flou dans ma tête. Je ne sais plus si je reprends le travail, si je vais faire une formation. J'étais flou, je ne savais plus quoi faire dans ma vie. Et ce qui m'a beaucoup touchée en elle, c'est là que j'ai su qu'elle a cru vraiment en moi. Elle m'a attendu 3 mois jusqu'à ce que je prenne ma décision finale. Elle a décalé l'ouverture du restaurant. Elle a décalé l'ouverture.
jusqu'à ce que tu te sentes prête. je sens prête. Exactement. Ok. Bah, c'est vraiment génial. Et puis du coup, elle te prouve qu'elle te veut vraiment. Là, je pense qu'elle sait ce qu'elle veut. Voilà. Non, on dit souvent qu'il y a les mots et qu'il y a les actes. Ouais, exactement. Et que là, elle a lié l'acte à la parole. Ouais. Ok. Donc, on a bien compris que le lien un petit peu entre l'élément déclencheur, qui était ton fils, père Oui. son âme, le relais a été pris par Katia. Donc, super rencontre. Très, très belle rencontre. Ouais. Et c'est pas fini, parce que vous êtes encore un sacré binôme. Vous avez encore plein de choses. On nous appelle France Beurre FM, ils nous ont nommé la tradie et la trendy. Du coup, en twist, des fois c'est moi la trendy, elle c'est la tradie, et c'est vice versa. Et est-ce que t'as d'autres anecdotes ou souvenirs de personnes que tu aurais rencontrées grâce à la cuisine ou au restaurant, oui, qui t'auraient littéralement marqué ou qui t'auraient changé? Pas mal de personnes, y compris ta rencontre, Samy, avec ma petite journaliste qui est là, qui aime beaucoup un couscous sans sauce et sans légumes avec du poulet, et qu'elle adore venir manger. Il y a de très, très, très belles rencontres. Il y a des clients qui sont devenus fidèles. On a un client... je vais pas faire de bêtises, je vais pas tous les citer parce que si je cite un, j'oublie. Il y en a beaucoup, oui, voilà. En fait, on a tissé vraiment des liens d'amitié. Il vient pas que pour manger, il vient beaucoup plus pour discuter avec moi. Que des fois, moi et Katia, on rigole, on dit, ça serait bien qu'on ouvre un bureau de thérapie. Quelque part, c'est un lieu de vie aussi, c'est pas qu'un restaurant. C'est un lieu de vie, chacun se reconnaît, chacun a une histoire derrière lui. Il y a des gens qui sont partis à l'âge de 9 ans, 10 ans au pays, et ils reconnaissent les murs de la vieille maison de la mamie. Il y a des gens qui disent ça fait 30 ans qu'ils n'ont pas mangé tarsvent quand même, 30 ans sans manger tarsvent, et tu retrouves un plat qui te fait remémoriser. Wallah, Samy, des fois, je regarde, t'as vu ma petite fenêtre, je vois des gens, quand ils mangent, ils ferment les yeux. Et je comprends tout de suite ce qui est... Ils voyagent dans le temps. Oui. Dans le temps et physiquement. Exactement. Ils mangent et ils ferment les yeux. Et pas que, je parle pas de notre communauté. Il y a un geste qui m'a beaucoup marqué. C'était une juive tunisienne qui était passée devant le resto. Sa fille, elle voulait manger, elle lui a pris un couscous. Et le lendemain, elle est revenue. Elle a dit qu'est-ce que vous avez mis, madame, dans le couscous? Au début, je me suis dit qu'est-ce qu'elle a trouvé dessus? Elle m'a dit ma fille, elle était en train de manger. Elle m'a dit qu'elle a pris une cuillère, elle a chippé une cuillère dans l'assiette de la petite. Elle m'a dit la première cuillère que j'ai mise dans ma bouche, je me suis dit mais non, c'est pas vrai. Elle m'a dit, j'ai remis la deuxième. Elle a dit, non, c'est pas vrai. Elle m'a dit la troisième. Elle a éclaté en sanglots parce qu'elle a senti les odeurs et le goût du couscous de sa grand-mère. Elle était juive tunisienne. Donc, elle m'a dit, qu'est-ce que vous avez mis dedans? J'ai dit, des fois, ça m'arrive d'aromatiser les grains de couscous en l'évaporant, en mettant des clous de girofle. Et quand je lui ai dit ça, elle a dit effectivement, je voyais ma grand-mère qui mettait les clous de girofle. Donc la cuisine, ça tisse des liens, ça remémorise des souvenirs, et c'est une façon de chacun de nous de garder l'âme sœur de chaque personne qu'on a perdue. Et pas que, là, en ce moment, on a des clients à lesquels on a donné envie d'aller visiter l'Algérie. On a un Américain qui connaissait pas du tout la cuisine algérienne, ni d'Adam. Et là, il a vraiment une grande envie d'aller visiter l'Algérie. À travers les saveurs, parce que vous faites appel à tous les sens. On fait appel à tous les sens, on met en valeur toute la cuisine algérienne. Comme on dit, c'est une cuisine algérienne d'inspiration kabyle, et on est fiers de la mettre en avant. Mais on essaye de visiter un petit peu tous les coins d'Algérie, parce que la cuisine algérienne, elle est tellement riche que peut-être on n'aura pas ni le temps ni de la faire connaître, de faire connaître tous les plats. D'où vient l'idée de ma prochaine émission qui sera diffusée très 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 bientôt pour faire connaître cette cuisine algérienne. Donc là, on a une exclue.
Oui, exclusivité pour Samy. Je te remercie. Je te remercie. Justement, tout à l'heure, tu parlais de certains plats et tu disais que chaque plat a une histoire. Et tu m'expliquais pourquoi tu avais choisi ce plat pour ta première vidéo. Là, tu me donnes l'exemple du couscous. Et moi, je sais qu'il y a quelque chose qui m'a marqué chez toi. C'est à l'époque où vous étiez encore ouvert le soir et tu m'as raconté l'histoire d'un plat. Et j'avais jamais vu ça sous cet angle-là. Moi, je me souviens que ce plat, je le mangeais parce que ma mère le faisait. Mais j'allais pas plus loin que ça. Donc, en revenant chez vous et en le mangeant, ça me ramenait à ma simple enfance. Oui. Et quand tu m'as raconté l'histoire de ce plat, ça m'a fait voyager bien plus loin que ma propre enfance. Est-ce que tu as une histoire peut-être de plat qui te tient à cœur, que tu aimerais partager ici? Derrière chaque plat, il y a une histoire. Tersvenin, par exemple, son histoire, c'est commencé d'un néant. En fait, c'était pendant le colonialisme, les citoyens algériens fuyaient vers les montagnes, et donc ils prenaient ce qu'ils avaient entre leurs mains. Donc la femme, à quoi elle pense? Elle pense à ses enfants, elle prend de la semoule, de l'huile, du sel, et puis le reste, ça y va. Et c'est vrai qu'avec la semoule, c'est un proverbe que ma grand-mère me disait tout le temps, et c'est là que j'ai compris le sens. Elle me disait, la maison où il y a de la semoule, de l'huile, du sel, ils ne mourront pas de faim. Parce qu'on peut tout modeler avec ça. Et en arrivant dans les montagnes, il y avait des champignons, on peut avoir... c'est vrai qu'il n'y avait pas d'oignons, mais on pouvait utiliser ce que ça s'appelle maintenant les poireaux sauvages. Il y en avait, donc c'est pour ça que je sors un petit peu du contexte. La cuisine kabyle, elle est healthy. Parce qu'on utilisait beaucoup plus les produits naturels de ce que la terre le donnait. Exactement, c'est à partir de là. Et un jour, elle faisait... On va alors à l'histoire, elle allait faire de la galette à base de la semoule, de l'huile et du sel. Mais finalement, la pâte, elle lui a échappé la dose d'eau, donc elle s'est devenue un petit peu très, très liquide. Elle a vu qu'elle faisait de la sauce pour un couscous. La pâte, c'était pas alors là, c'est hors de question du gaspillage. Elle avait pensé à mettre quelques herbes et tout ça. Elle a façonné des petites boulettes. Elle les a mis dans la sauce. Et quand ils ont goûté, ils ont trouvé vraiment que c'était un plat très bon. 2 en 1, comme on dit. On avait la semoule et on avait la sauce. C'est à partir de là que Tersvenin, elles sont nées depuis après, avec le temps, chacun twisté, façonné à sa manière et sa façon. Donc on peut dire que c'était quand même une démarche assez écolo. Ouais. Au départ, exactement. Pas faire de gâchis. Par de gâchis, c'était essayer partir de récupérer. C'est comme la dolma de sardines. C'était pas venu comme ça. En fait, c'est la dame, elle a constaté que les sardines commençaient à se diluer, que n'avait pas de chair pour les faire cuire, parce que la tradition, c'est de les faire frire dans l'huile ou de les faire griller sur la braise. Donc, elle a eu l'idée de l'écraser, de lui mettre des épices et de faire des boulettes. C'était parti d'une base de non-gâchis, quoi. C'est ça que notre cuisine, il y a 0 gâchis. C'est vrai que c'est ce qu'on dit. C'est l'esprit qu'on essaie de garder chez Majouja. Si quelqu'un, on voyait qu'elle restait dans l'assiette, on lui dit, vous voulez un petit pot à emporter? Ça leur plaisait. Ça leur plaisait parce qu'en fait, il ne faut pas perdre. On a travaillé, on s'est donné pour que vous ayez ce plat et vous vous êtes donné pour payer ce plat. Donc, il ne faut pas gaspiller, quoi. Non, ça, c'est une super idée. C'est vrai qu'on a toujours dit que nos mamans étaient un peu les championnes les meilleures. Du non-gaspillage. Les meilleures. Les plus grandes écologistes. Les meilleures, oui. Les meilleures. La galette, elle a beau être ce qu'elle reste, elle ne se perd jamais. On l'émiette, on lui fait une sauce et ça fait un plat. Et c'est très, très bon. D'où l'idée du SVT, qui est maintenant à la tendance, le SVT, c'est très connu. Donc, après, chacun se fait à sa manière et sa façon dans la région. C'est pour ça que la cuisine, elle est vaste. Déjà, d'une maison à une autre, alors ne parlons pas d'une région à une autre ou d'un pays à un autre. C'est ce qui fait cette richesse de cette cuisine. C'est un certain reflet, en fait, de la culture d'un pays. Exactement. Kaina me regarde. Tu avais une question à poser à Nora, peut-être, Kaina? Oui. Quel plat tu cuisines le plus? Le plus? Et pourquoi? On va y aller de 1 jusqu'à combien? Parce qu'il y en a tellement. On va dire dans ta vie personnelle.
Est-ce que tu étais du genre à faire le couscous tous les vendredis ou est-ce que tu avais des habitudes comme ça? Alors, je vais te les classer par numéro. Déjà, à Rome, la galette, comme je viens de dire, c'est primordial. C'est très primordial à Rome parce qu'à Rome, la galette, ça peut accompagner du petit déjeuner jusqu'au dîner. C'est un pain qu'on peut prendre au petit déjeuner avec du beurre, même avec de l'huile d'olive, prendre un petit café. Au déjeuner, on peut avoir un petit ragoût, des frites ou le fameux dieu aromi fulfel, aromi piment qui s'accompagne. Au dîner, c'est la même chose. Quand on a aromi, quand on a aromi la base, le reste, on peut twister comme on veut. Après, il y a le couscous, le deuxième plat. Alors, le couscous, c'est vrai que c'est pas un plat qu'on peut manger tous les jours. Donc, c'est un plat familial, le week-end et tout. Et c'est un plat de fête aussi. C'est avec ce plat qu'on exprime la joie d'avoir une fête familiale ou d'une fête mariage, baptême, fiançailles. Et en troisième, il y a tersvenin, qui est un plat aussi qu'on ne peut pas manger tous les jours. Et c'est un plat qu'on fait quand on va exprimer la bienvenue pour un invité, où il y a toute la famille qui s'est réunie. Voilà les 3 plats vraiment phares de notre cuisine. Et la rechta. La rechta, elle est très légère, mais c'est vrai qu'on ne peut pas la manger aussi tous les jours. Voilà, ça va? Ça te plaît? Oui. Et toi, quand tu manges le couscous au poulet, comment tu le sens? Je le sens bien. Il est bon. C'est vrai que j'ai essayé plusieurs fois de te faire manger des carottes, mais en vain. Parce que je dis que les carottes, elles sont bonnes pour la santé, surtout la santé des yeux. T'as du mal à mâcher les légumes, ou c'est l'odeur. Qu'est-ce qui t'empêche vraiment de manger les légumes? Le goût. Le goût? Mais si t'en manges pas, comment tu peux juger que le goût ne te plaît pas? L'odeur? Parce que j'ai goûté. T'as goûté? Et ça t'a pas plu? Non. C'est vrai que ça me rappelle une anecdote, l'ouverture du resto. T'as vu notre concept, on fait sortir les légumes devant le comptoir. Et à ce moment-là, il y avait la queue. Moi, Katia, elle était en train de servir. Moi, j'étais en train d'arriver avec le plat de légumes. Le monsieur il m'a regardé, il m'a dit, mais c'est quoi ça, madame? J'ai dit, monsieur, c'est des navets. Il m'a dit, vous êtes sûr que c'est des navets? Je dis, monsieur, c'est des navets. Il m'a dit, j'ai jamais senti des navets aussi bons que ceux-là. C'est là que j'ai découvert aussi que des fois, quand on fait cuire les légumes fades, ça décourage justement, comme Kaina, des gens manger les légumes. Mais quand ils sont cuits dans la sauce, ils ont pris toutes les saveurs de la viande et tout ça, ils ont un goût. Ça lui viendra avec l'âge. Oui, après ça reste un choix personnel, ça c'est sûr. Tu sais, à son âge, on les mangeait pas non plus. On mangeait la sauce, la viande, la semoule, et on laissait un peu les légumes. Je pense que la génération qui arrivera, même les oignons, ils les ont vraiment dans la sauce. Justement, c'est pour ça qu'on est là, pour maintenir la tradition, pour que vous connaissiez la cuisine de vos ancêtres. Ça ne vous empêche pas de découvrir la cuisine du monde, bien sûr, c'est très bien. Moi-même, j'aime bien manger la cuisine des autres. Ça me fait découvrir d'autres saveurs et d'autres goûts, mais on reste quand même fidèle à la nôtre. C'est exactement ça. Moi, je voulais revenir sur 3 sujets avant de clôturer ce premier épisode. Tout à l'heure, tu as dit quelque chose d'hyper intéressant quand tu disais que tu as découvert Nora en arrivant finalement ici en France. Oui. C'est quoi pour toi ton rapport à, je sais pas... à la nouvelle Nora? À la nouvelle Nora, mais aussi avec... quel est le lien finalement que tu as avec l'exil et l'ancienne Nora? Comment tu te retrouves toi là-dedans? Alors, au début, quand j'étais arrivée, c'est vrai que c'était pas facile. C'est pas facile de vivre dans un endroit, dans un milieu où tout reste à découvrir. J'étais une maman avec ses enfants, et il avait 15 ans, les jumeaux 5 ans. Donc, je devrais être derrière eux déjà pour qu'eux-mêmes s'intègrent en prémo. L'avantage que j'avais, c'est que je maîtrisais la langue française. Et c'est ce qui m'a vraiment permis d'avancer, si je peux dire, de m'intégrer dans cette société. Et je commençais à m'intéresser un petit peu, à découvrir cette nouvelle culture, cette nouvelle tradition. Que pourrais-je apporter à cette société qui m'a accueillie? J'ai commencé à m'intégrer un petit peu avec les parents d'élèves. J'ai commencé à tisser des liens, à comprendre, à chercher à comprendre.
Au début, je buguais. Je buguais un petit peu quand je parle le français. Je me souviens, l'assistante sociale m'avait envoyé pour faire des cours de français. C'était avec l'association Cerise dans le 2e arrondissement. Je suis partie à 3 ou 4 cours. Il y avait des échanges. Il y a des gens qui sont arrivés avant moi, qui m'ont dévancé, m'ont donné des astuces et tout. Et une fois que je me suis sentie vraiment à l'aise, la langue, elle était là. Et pourtant, niveau scolaire, j'avais un niveau de 3e. Bon, j'ai fait un petit peu une autodidacte pour arriver à niveau bac, mais quand j'avais mon niveau bac, j'avais déjà 2 enfants. J'avais Walid et Zidane, donc j'étais déjà une maman. Mais j'ai commencé à m'intéresser à pas mal de choses, y compris à intégrer la LDH de Paris-Centre, avec laquelle j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses. Par contre, la chose dont j'en suis certaine et que des gens m'ont fait le retour, j'ai toujours cherché à comprendre mes devoirs avant de comprendre mes droits. Parce que je sais qu'on est dans un pays qui nous a accueillis, 2 environnements différents. Moi, de confession musulmane, comment m'intégrer dans un milieu, à l'époque, on peut dire catholique. Et j'ai toujours mis de l'avant le respect mutuel. Et je pense que c'est grâce à ça que j'ai réussi à avancer dans ma vie. C'est ce respect-là, avoir un esprit ouvert, un open mind, et de garder ma religion dans mon cœur et de respecter la laïcité de ce pays. Et c'est ce qui m'a permis vraiment d'avancer étape par étape. J'apprends tous les jours. Et jusqu'à présent, je suis en contact avec... je remercie à travers cette émission, ce podcast, Samy, de remercier vraiment les parents d'élèves de l'école maternelle de la rue Saint-Denis, qui m'ont beaucoup, beaucoup soutenue. Et à ce moment-là, je tiens à préciser que j'étais une sans-papier, je n'avais pas de papier. Et le jour où ils ont découvert que je n'avais pas de papier, je me souviens très très bien, c'était le jour où mes 2 enfants devaient y aller en voyage en Allemagne, qu'il fallait que je leur ramène le passeport et leur DEM. Quand que je leur avais dit, ils étaient étonnés. Ils m'ont dit, mais Nora, comment ça se fait? Je dis, on n'aurait jamais cru que tu étais un sans-papier. Je leur avais dit, mais c'est quoi l'image que vous avez d'un sans-papier? Donc, pour moi aussi, c'était une façon de briser cette image qu'ils ont des gens qui n'ont pas de papier. Certes, on n'a pas de papier, mais on est des gens avec dignité, avec des principes, avec des règles. Et je me souviens très, très bien, Madame Doris, qui m'a fait une lettre de soutien. Et jusqu'à présent, je l'ai dans mon dossier. Elle a écrit vraiment des mots qui m'ont fait pleurer. Pour dire que cette dame, elle s'est intégrée dans cette société, qu'elle est là, le temps. J'ai tenu le poste de présidente de l'association des parents d'élèves 3 fois, section FCPE, en étant sans papier. Voilà, Ils l'ont su après? Ils l'ont su, non. Ils l'ont su avant, mais malgré ça, ça ne les a pas empêchés de... Ouais. Toi, ce qui t'a surpris, c'est que leur regard n'a pas changé sur toi, finalement. Non, mais je leur en quelque sorte, j'ai contribué à leur changer d'avis sur les sans-papiers. Que ce sont des gens qui travaillent, qui sont honnêtes, qui sont là pour que leurs enfants aient une bonne éducation. Parce que si on a quitté, comme j'ai dit une fois à Madame Sanchez, si j'ai quitté un ghetto pour me retrouver dans un autre, ça sert à rien, mes sacrifices. Je veux que mon seul objectif, c'est que mes enfants aillent très très loin. Qu'ils avancent dans leur éducation, qu'ils s'intègrent dans cette société et restent des Algériens, mais qu'ils respectent le pays qui les a accueillis. C'est un air de démocratie en quelque sorte, voilà. Carrément. C'est vrai que les gens ne se rendent pas compte, mais la plupart des sans-papiers travaillent. Oui. On a toujours travaillé. On a l'image un peu de la pauvre personne qui est là et qui transite, on ne sait pas trop à quoi elle ressemble. Qui profite des aides, profite. Mais sachez bien que les sans-papiers n'ont pas autant d'aides que ça. Si tu avais 10 € dans ta poche, il fallait que tu vives avec tes 10 €, pas plus.
Donc, il fallait, pour avoir 20 € pour faire subvenir aux besoins de 2 garçons, pour qu'ils ne se sentent pas exclus, pour qu'ils ne se sentent pas inférieurs à d'autres, il fallait travailler plus que d'autres personnes. Et c'est ce qu'on faisait. Moi-même, je faisais les marchés, je faisais les ménages, les parents d'élèves qui me trouvaient 1 heure de ménage par-ci, 1 heure de ménage par-là, qui me trouvaient des astuces. À ce moment-là, quand je parle des années 2015, 16, c'était les Verts qui tenaient le Paris 2 avant que ça soit, avant ça soit 1, 2, 3, 4. Avant, c'était deuxième, le premier, le deuxième, la mairie de deuxième on me recevait comme toute citoyenne qui vivait à Paris. Il n'y avait pas d'inclusion. Il y avait l'assistante sociale qui m'appelait des fois, elle me dit, Madame Touaré, on vous a pas. Je dis, Madame Chanchez, pourquoi je viendrai? Elle m'a dit, Madame Touaré, vous avez 2 enfants. J'ai dit, Madame Chanchez, du moment que j'ai de quoi subvenir à leurs besoins, je laisse la place à d'autres qui en ont besoin. Et ça ne m'a pas empêché de m'intégrer pendant le confinement. Je travaillais pas, mais j'étais sur le terrain. Je cuisinais pour les SDF, je cuisinais pour les personnes âgées. On faisait les nuits de Paris, on faisait des maraudes avec la section de Paris Centre. En fait, pour moi, c'est une manière de faire descendre l'ascenseur, de dire que je peux être utile pour quelqu'un. Moi aussi. Et d'aider comme on m'a aidé. Moi, c'est une des choses que je trouve exceptionnelle chez toi aussi. Quand on connaît ton parcours, que tu viens de nous partager, en tout cas dans les grandes lignes, et les épreuves que tu as pu connaître, dès que tu as eu un peu de réussite, de notoriété, que ça commençait à aller pour toi, tu t'es directement tourné vers les autres. Là où tu aurais pu, en fait, comme beaucoup l'ont fait, tracer tout droit et penser à toi et multiplier les projets, toi, tu t'es tout de suite retourné pour essayer de faire le plus de bien avec ce que tu venais à peine d'acquérir. Pour moi, c'est primordial de ne pas oublier d'où on vient, de 1, et de 2, pour éviter à certains de vivre des moments. On a eu tous des hauts, des bas, comme on dit. Il y a des moments où j'étais vraiment KO, et je n'aurais jamais imaginé que ça irait, quoi. Et à un moment, tu dis, comment je fais parce que là, tu es entre 4 murs, comme on dit, il n'y a pas d'autre issue. Soit tu pousses le mur, soit tu es dedans. Donc, et professionnellement, ça m'a beaucoup touchée. Pourquoi là maintenant, j'insiste pour donner de la lumière pour les femmes. Parce qu'à un moment donné, j'ai travaillé dans l'ombre. Je travaillais beaucoup dans l'ombre. Et des gens qui se faisaient des pépites, des stars, qui sont venus des stars à travers mon travail. Et je lutte pour que chaque personne qui travaille mérite d'avoir sa part de la lumière. Et il y a un proverbe qui dit chez nous, si on ouvre la fenêtre et qu'il y a un rayon de soleil qui pénètre dans la chambre, essayez d'ouvrir encore beaucoup plus pour que ça atteigne d'autres personnes que par comment moi-même. Et ça, par contre, ça, je m'arrêterai jamais là-dessus jusqu'à ce que j'atteigne mon but, c'est de donner la lumière donner la lumière à ces gens qui travaillent dans l'ombre. Et là, je lutterai tout le temps contre l'exploitation humaine. Parce que je dis que les sans-papiers, ils ont été exploités. Oui. Très exploités. Ils le sont souvent. Ils le sont souvent, ils le sont toujours. Et mon combat personnel de Nora, c'est celui-ci, c'est d'arrêter cette exploitation. Peut-être, je vais dire une chose que je ne sais pas si les gens vont comprendre ce que je vais dire, mais moi, personnellement, j'ai été exploitée par ma communauté, pas par les Français, par ma communauté. Ils te font un tapé au début. Tu vas te dire ça y est, le soleil, et toi tu commences à rouler sur le tapis, et dès que tu mets les pieds sur le tapis, on commence à t'enrouler. Il va déjà sous-payer, comme tu travailles plus que d'autres, et tu seras sous-payé. Et le jour où tu te permets de réclamer, je t'ai fait du bien et tu commences, tu vois. C'est ça m'écœurait vraiment et ça me ferait trop mal que d'autres personnes le vivent encore. Et comment toi tu mènes ce combat ? Je le mène. Je sais que tu as une association, tu viens en aide à beaucoup de gens. Oui, j'ai créé l'association de Hilal la main sur le cœur. J'aide du mieux que je peux, j'oriente, j'aide à rendre le sourire à beaucoup d'enfants qui sont malades.
Je suis dans le médical. Je suis entourée par des gens qui m'aident vraiment sur le plan médical. Et pendant les incendies aussi qui ont été en Kabylie, on a beaucoup œuvré. Et c'est grâce à mon réseau qu'on a réussi à faire ça toute seule. Je n'aurais jamais pu faire ça toute seule. Et j'encourage, je dis aux sans-papiers, ne vous faites jamais sous-estimer ou ne laissez jamais personne de vous dévaloriser. Vous avez une valeur comme tout le monde. Vous travaillez, vous gagnez votre vie. La seule chose qui vous différencie, c'est du côté administratif. Et ça va venir. Soyez honnête, respectez le pays où vous êtes. C'est pas en fraudant d'un ticket de transport ou d'une carte Navigo que vous allez gagner 10 milliards. C'est faux. Soyons raides. Donc voilà, je leur dis toujours de croire en eux-mêmes et de ne jamais se laisser dévaloriser, parce que moi, à un moment donné, on m'a dévalorisé. Je ne croyais plus en moi. Franchement, je ne croyais plus en moi. Je me dis, c'est vrai, qui suis-je en fait? Des fois, ils vont te pousser à un moment de ta vie pour dire, mais c'est vrai, c'est qui suis-je? Moi, je pourrais arriver à son niveau, mais jamais. Mais non. Tu as un problème de légitimité et que tu acceptes de rester à ta place. Voilà, c'est une manière de te dire, reste où tu es, bouge pas. C'est tes limites. Mais non, alors qu'on peut faire beaucoup plus que ça. Mais alors, avant d'aller sur le dernier sujet, comment, quand toi, tu es à ce moment-là, où justement tu es victime d'exploitation et tu arrives à ce fameux « qui suis-je, faut que je reste à ma place », comment tu as réussi à ne pas rester à ta place, justement? À vrai dire, à ta place, à la place que la personne voulait en tout cas... Oui, déjà, de un, je n'aimerais pas être à sa place. Parce que je ne veux pas être comme elle est, la personne elle-même. Je ne veux pas. C'est pas mes principes, c'est pas ma vision de faire les choses. Mais comment interpréter ça? Si j'ai réussi à montrer cette Nora qui est là, c'est grâce à Medjouja aussi. Medjouja m'a donné beaucoup de lumière, elle m'a mise beaucoup de l'avant, parce qu'elle connaît ma valeur. Et je ne suis pas en train de lutter contre une personne ou un nom particulier, non. Je lutte contre ces idéologies, ces idées qui rabaissent les autres. Chacun a sa part de réussite dans la vie. Et si on ne leur donne pas la chance, il ne faut pas être égocentrique, égoïste, et dire qu'il n'y a que moi-même. Personne ne peut s'approprier le nom d'ambassadeur ou d'ambassadrice sur qui que ce soit. Chacun est ambassadeur de lui-même. Et laissons la chance aux autres. C'est pas parce qu'il y a une femme ou un monsieur qui est sans papier, qui n'a pas de droit, non. Il a tous ses droits. Laissons-lui la chance. Et à l'occasion, je vais vous donner un exemple qui m'a beaucoup touchée. C'était un sans-papier qui est maintenant un grand chef gastronomique, qui a travaillé dans les grands palaces, mais c'était pas parce qu'il était un sans-papier qui n'a pas pu réussir dans sa vie. C'est quelqu'un qui voulait avancer dans la vie et il a atteint ses objectifs. Parce que travailler dans les palaces, il a travaillé autant que sans papier. Il a réussi à gagner ses papiers encore récemment. Il était un sans papier, il a travaillé dans les palaces de Paris, dans les grands palaces. Donc, quand on a une volonté, quand on a un objectif à atteindre, exprimons-nous, fermons les yeux et allez de l'avant sans faire de mal à d'autres. Parce qu'en essayant parce que là, il y avait des gens qui ont essayé de m'écraser, de m'éteindre carrément par passer. Et ce qui m'a fait mal, moi, je savais que j'étais exploitée. Je le savais, mais j'ai pas pu. J'avais besoin de travailler pour mes enfants. J'avais pas le choix. Je vais terminer ça sur ça m'a tenu vraiment à cœur. Et merci Samé de m'avoir donné cette occasion de m'exprimer. J'ai travaillé avec quelqu'un, un employeur. J'étais avec lui au Prud'homme, en étant sans papier. Bon, l'affaire, elle était en cours. Il y avait en fait, c'est comparer un être humain à un autre. Et au décès de Hillel, il est venu avec sa femme. Sa femme m'a prise dans mes bras. Bon, on a un litige professionnel, soi-disant. Et moi, juste après, je suis partie, j'ai retiré ma plainte. Ils n'ont pas voulu. Ils m'ont appelé. Ils m'ont dit, on n'est pas venu pour que tu retires la plainte. Laisse la plainte telle qu'elle est. Ça, c'est le côté professionnel.
Et celui qui sont venus chez toi, c'est tel et tel, c'est l'humain. Mais moi, de ma part, comme on dit, ils ont su franchir le pas, du pardon. Moi, j'ai complété. Par contre, d'autres, avec qui j'ai pleuré, j'ai travaillé, je me suis donné du fond de moi-même, même pas un mot de condoléance, même un SMS. Ça m'a beaucoup touchée. Parce qu'arriver à avoir, soi-disant, une fierté mal placée pour dire à quelqu'un toutes mes condoléances, où est l'être humain dans tout ça? Ça m'a beaucoup touchée, pas dans un sens négatif, mais dans un sens positif pour dire que il faut vraiment travailler pour tisser des liens de l'humanité entre nous. Oui, ça t'a touché dans le sens où tu t'es dit « je souhaite pas la ressembler ». Exactement. Je sais exactement quelle est ma position dans cette situation. Voilà. Donc, je suis la victime. Et si je reste droite, le sort va finir par me sourire, quoi. Et ça l'est. Je garde le sourire, malgré tout. Je garde le sourire. D'ailleurs, je me souviens très bien que... Là, oh là là, ça va remonter des émotions, là. Quand France 3, ils sont venus filmer la Tasvenine, je devais passer par la maquilleuse. Elle était en train de me maquiller. Je la regardais, moi j'étais comme ça, je la regardais. Elle m'a dit « Oh, ma petite dame, vous avez beau avoir le plus beau sourire du monde, mais vos yeux, ça raconte une tristesse. Oh mon Dieu !» Elle a su lire dans mes yeux ce que je portais en moi. Et tellement je veux dégager autour de moi que de la positivité, que du courage. Des fois, je suis au fond du mur, au fond du puits, comme on dit, mais je garde toujours le sourire. Parce que là, je commence à avoir une petite notoriété sur les réseaux sociaux. J'ai des followers qui me suivent, que je rencontre. Oh, Nana Nora, ils m'appellent tous comme ça. Nana Nora, tu m'as donné du courage. Je me dis, regarde comme elle est courageuse. Ça, pour moi, c'est une réussite. Ça l'est pour moi. Parce que de donner du courage à d'autres, parce que c'est très, très difficile. Et ma devise, c'est chaque matin, comme je lève, c'est comme si j'allais dans un puits. Avant, on faisait de l'eau dans un puits. Et ben, je lance le seau dans le puits. Je tire, ça dépend. Il y a des journées, il est archi plein, des fois à moitié, des fois à moitié. Mais l'essentiel, il y a un peu dedans. Il ne revient jamais vide. Et c'est ça que... C'est l'image que je dégage vers d'autres pour qu'ils aillent plus loin, pour qu'ils croient en eux, pour qu'ils ne se laissent jamais rabaisser par qui que ce soit. Pour moi, c'est une réussite. Je me souviens que mon fils, il m'a dit Ima, ça ne sert à rien d'avoir 1 million de followers. Ce n'est qu'un chiffre. Mais le peu de followers que tu as, comme moi aussi je l'ai appelé, pour moi, c'est une famille virtuelle. Je ne les connais pas de vue, mais quand je lis leurs commentaires, je sais que telle ou telle personne il va mettre... un commentaire. Je reçois des mauvais commentaires comme tout le monde, mais je leur réponds d'une manière, des fois ils me présentent des excuses, parce que je suis une maman. C'est pas que j'ai reçu un mauvais commentaire que je vais m'emporter, je vais commencer à sortir de mon contexte, non. Il faut se maîtriser, il faut savoir comprendre la personne, pourquoi elle t'a écrit ça déjà, et d'avoir la manière de lui répondre. Et des fois, j'ai surprise que je reçois des messages, soit ils suppriment ce qu'ils ont écrit, parce que j'ai une règle, je ne supprime jamais, je laisse. Soit il supprime lui-même ce qu'il a écrit, soit il me présente des excuses. Et déjà, pour moi, c'est un point de gagner, de donner à quelqu'un que ça ne sert à rien d'être méchant dans la vie. C'est de distribuer une joie, d'être positif, de s'encourager entre nous. Et je te confirme, c'est l'image que tu renvoies. Et c'est aussi pour ça qu'avec Kaina, on a eu une longue discussion qui a justement donné naissance à ce podcast. C'est quand on connaît ton parcours, qui est quand même très difficile, et qu'on te connaît aussi personnellement, c'est difficile de te voir sourire tout le temps et d'être toujours en train de chanter, danser, parler avec tout le monde et de se dire que tu as vécu tout ce que tu as vécu. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, tiens, ce serait intéressant d'essayer de creuser un peu, de comprendre d'où ça vient. Donc là, tu nous donnes un peu plus d'éléments. Avec, Je te remercie énormément, ça m'a permis à moi aussi d'être ce que je suis.
Parce qu'en fait, c'est ce que je demande. Il y a des gens que je rencontre qui me connaissent sur les réseaux sociaux. Qu'avez-vous trouvé de différent sur ce que vous voyez? Ils disent qu'il n'y a rien. Et l'objectif, c'est ça, c'est d'être soi-même. À quoi sert ça vendre du rêve? À quoi ça sert de vendre du vent à des gens? Là, maintenant, la tendance, c'est les réseaux sociaux. On ne va pas se cacher la face. Mais si on sait l'utiliser dans un bon sens, pourquoi pas? C'est pour ça que ces réseaux, ils ont été créés. Il y a des gens qui ont une mauvaise image sur l'application TikTok, par exemple. Ben moi, je m'éclate sur TikTok, carrément. Je suis moi-même. Je chante, je partage des fois, ça m'arrive de faire l'actrice. Je fais... Sur TikTok uniquement. Alors moi, j'ai pas du tout TikTok, donc alors, je peux pas encore... C'est une plateforme qui m'a fait connaître beaucoup de gens, qui m'a fait connaître beaucoup de belles rencontres, de belles âmes avec qui je partage des moments de bonheur, des moments de tristesse. C'est à partir de cette application, j'ai réussi à donner du courage à des mamans qui ont perdu leurs enfants, parce que c'est très dur, c'est très très dur de surmonter cette douleur. C'est pas parce qu'on rit ou qu'on chante qu'on a oublié. Mais moi, c'est le retour que j'ai. Elles me disent que je leur donne de la force. Je leur donne de la force. Et des fois, elles partagent même des bons moments. Là, récemment, je sais qu'elle se reconnaîtra. Elle a eu des jumeaux, elle les a perdus. Et on s'est échangé tellement entre moi et elle. Et là, elle m'a envoyé un message. Elle m'a dit, Nana Noura, je viens d'avoir un garçon. Donc, c'est ça. On partage des moments vraiment très, très chaleureux, quoi. Et pour moi, c'est les abonnés, c'est une autre famille virtuelle. C'est ma deuxième famille. Quelque part, tu éduques ta communauté en ne réagissant pas aux commentaires négatifs comme certains peuvent le faire. C'est un choix. Soit, en fait, on n'a pas 3000, on a deux choix. Soit on parle sur une rive droite ou sur la rive gauche. Et si on veut donner l'image de la diaspora algérienne à l'étranger, il faut qu'elle soit nickel. Il faut que la personne, que Sami qui connaît Nora, il a la même image que Jacob, qui est américain, connaît aussi. Et pour nous, c'est tout à notre honneur de mettre l'Algérie à l'honneur. Et en fait, de chacun met son pays à l'honneur. Parce que pour moi, un patriote, c'est bien. Mais pour moi, un vrai patriote ne s'inquiète pas du poste qu'il va occuper dans sa nation, mais de la place que sa nation aura parmi d'autres nations. Et c'est l'image qu'on dégage qui reflète tout. Al-Gharba wa'ara. Al-Gharba wa'ara. C'est pas simple, évidemment. Al-Gharba, elle éduque. Oui, l'exil, il éduque. Soit on a des airs en fer, la tête sur les épaules, et de se poser, de dire du calme, doucement, étape par étape, soit on dérape carrément. On se retrouve ni dans l'algérianité, ni dans le pays où lequel on vit. On va se sentir complètement perdu. Eh ben, merci pour ces super paroles pleines de sagesse. Où tu en es actuellement? On arrive sur la dernière étape vraiment de l'épisode. Est-ce que tu as des projets en ce moment? Est-ce que tu souhaites les partager? Ou qu'est-ce que nous, on peut te souhaiter? Alors, les projets, si je me mettais à les décrire, il y en a tellement. Non, il y en a tellement. Mais il y a de beaux projets qui arrivent, Inch'Allah. Doucement. Déjà, le livre de Majouja qui va sortir, c'est pas un livre de recettes, tout simplement que de recettes, mais il y a toute une âme comme l'esprit de Majouja. Parce que Majouja, il y a beaucoup qui la voient comme une petite cantine qui réunit vraiment... on se sent en famille, quoi. Il y a des gens qui s'assoient au comptoir, on dirait au cours de la discussion, on dirait qu'ils se connaissent alors que c'est la première fois qu'ils se voient. Et c'était l'objectif, parce que la cuisine, il faut lui donner une âme. Il n'y a pas que se gouffrer, remplir le ventre, mais il faut avoir une âme. Parce que les plus grands projets, se concrétisent autour d'un repas. Et même la réconciliation, c'est autour d'un repas qu'on le fait. Et c'est l'objectif. Et le livre aussi qui va sortir, c'est toute une histoire. Il y a de très belles surprises dedans. Génial. Il y a ma série qui va sortir avec le livre. D'accord, donc tu travailles sur une série aussi. Oui,
Ça, c'est Nora en dehors de Majoujac, mais qui est liée avec Majoujac, bien sûr, et que ça va sortir avec le livre. Toujours un lien avec cet univers que vous avez univers créé. de cuisine, d'âme, partage. d'échange, le partage, l'art, la femme, l'exil, le pays, c'est tout ça. Donc ça plein de belles choses qui arrivent autour de cet univers. En tout cas, nous, on te souhaite et on vous souhaite énormément de réussite. Merci à tout le monde, d'ailleurs. C'est ce que je souhaite à tout le monde. Et c'est ce que je dis. En fait, c'est ma devise. Il ne faut jamais cesser de croire en soi-même. Jamais. Never. D'ailleurs, I speak English. Don't very well. Mais ça m'arrive des fois de faire des twists ça. Tu fais comme chez toi. Chez voilà. nous ici, tu fais comme chez toi. Ouais. Donc non, en tout cas, pour nous, ça a été un vrai bonheur de te recevoir dans le premier épisode de ce podcast. On a appris énormément de choses. Il y a plein de sujets qui ont été traités. D'abord, tu parlais de l'exil, du féminisme, de la résilience aussi, Exactement. du fait de jamais lâcher, toujours rester droite dans ta façon de faire. Moi, personnellement, l'exil, ça m'a aidé à me connaître moi-même, c'est ce que je dis. Et l'exil, c'est pas un choix personnel, c'est des circonstances qui l'ont infligé. Donc, soit on accepte, soit on refuse. Et ce qui est bien, c'est de garder son identité en soi-même. Kahina, qui est issue d'un père français, d'une mère française, mais ça n'empêche pas qu'elle s'intéresse à ses origines. Et ça son prénom déjà. Exactement, la reine Kahina. D'ailleurs, la reine Kahina, il faut qu'elle lise l'histoire de la reine Kahina, qui est une grande reine berbère du Grand Maghreb, pas que de l'Algérie, qui est du Grand Maghreb. Donc, Gisline Halimi, elle a écrit un livre, La reine Kahina. Et je l'ai lu moi-même. C'est une très très belle histoire. C'est une grande féministe. Oui, grande féministe, exactement. Mais c'est pas son prénom qui va l'empêcher d'y aller très très loin, Kahina. Elle va y aller très très loin parce qu'elle a deux forces en elle. Celle de ses origines et celle dans le pays où elle est née. Et ça va lui donner de la force d'y aller de l'avant. Par exemple, j'ai mon fils qui s'appelle Arsène. J'ai dû combattre pour le mettre, moi, Arsène, sur le livret de famille. Parce qu'ils me disent que c'était pas un prénom musulman. J'aurais dit, mais arrêtez votre délire, ça n'a rien à voir. C'est un petit garçon qui vient de naître. J'ai dû combattre pour mettre Arsène. Et là, même, j'ai trouvé ici, quand on met Arsène, c'est un nom un petit peu très ancien. Mais là, ça lui a... Il a Touari, qui est algérien. Arsène, qui est un prénom, on va dire, occidental, mais ça ne l'a pas empêché de vivre les deux cultures en lui-même. Et là, il souhaite vraiment d'être un grand basketteur. Et il m'a raconté, la dernière fois, il m'a dit, maman, je te jure, quand je serai à la NBA, je vais descendre sur le terrain avec un drapeau algérien. Et une dame qui m'a dit... ça m'a fait vraiment rire et ça m'a touchée. Elle m'a dit, oh là là, que j'aimerais bien tomber sur un mec qui m'aime comme vous aimez l'Algérie. Elle a vu cet amour qu'on porte à notre pays malgré qu'on est en exil. Et ça, personne ne peut nous l'ôter. Et je le dis souvent, ma colonne vertébrale, elle est kabyle, elle est berbère, mais mon âme, elle est algérienne. Je ne peux pas m'en passer de mon pays. Bien sûr, de toute façon, nous on est convaincus que c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. L'un et l'autre, exactement. L'un le plus que l'autre, exactement. Oui, en fonction de l'histoire de chacun, ça c'est évident. Mais tu peux avoir cette forte identité algérienne et avoir un profond respect, voire même un amour pour la France. Oui. Et certains sont nés ici, d'autres sont nés en Algérie et ont ensuite vécu l'exil. Moi, mon cœur, il est partagé entre les deux pays. Entre mon pays qui m'a vu naître, qui m'a vu grandir, qui m'a vu devenir femme, mère, et le pays qui m'a accueillie en tant que femme et que je suis en train de faire un parcours. Ouais, c'est les deux pays. C'est une richesse qui est en nous. Et j'ai réussi, même avec ma modeste personne, à changer pas mal d'égards. Moi, je me souviens je vais te raconter ça, lorsqu'il y a eu les attentats comment ça s'appelle là où est le café, là. Aïe, aïe, aïe. Après le Bataclan? Pendant le Bataclan? C'était pendant le Bataclan. Moi, à ce moment-là, je portais le foulard,
mais je le portais d'une manière, pas comme ça, un ruban. Avant, j'étais le foulard. Et je sentais dans le regard de la maîtresse de Kylian qu'elle me recevait froidement, mais vraiment froidement. Ça reste un truc personnel, mais elle n'a jamais dépassé les limites. Mais par rapport à d'autres, comment elle me recevait, elle me recevait froidement. Et quand il y a eu les attentats du Bataclan, il y a eu la marche à la République, quand elle m'a vu que j'étais au premier rang, je te jure, sa mère, son regard, il a changé. Et c'était tombé vers la fin de l'année, quand j'étais partie récupérer le butin de Kylian, on a eu une profonde discussion. Le dernier mot qu'elle m'avait dit, elle m'a dit « Madame Touari, je regrette vraiment de ne pas vous avoir connue ainsi dès le début de l'année. » Donc j'ai réussi à lui changer un regard que sur une image qu'elle a vue sur moi. Et ça, pour moi, c'est une très grande réussite. En fait, en quelque sorte, on n'a rien à prouver à qui que ce soit. Mais de changer ce regard envers nous. C'est pas parce qu'en fait, la religion, elle est dans le cœur. C'est pas parce qu'on est musulman qu'on est méchant, qu'on est des terroristes. Et lors du match de l'Algérie, j'étais partie à Barbès, il y avait du monde. En 2019. Exactement. Il y avait du monde. Je dis pas Samy. J'avais un rendez-vous avec mon assistante sociale, j'étais partie. Et elle m'avait dit... après, j'étais en retard parce qu'il y avait le métro, le retard, nanani. Je l'ai appelée, je suis arrivée, je lui ai dit « Ah, Mathis, c'est bien, vous vous êtes retrouvés entre vos communautaires. » Je l'ai bien regardé. Ça m'a touchée. Je ne l'ai pas pris mal du premier degré, mais ça m'a vraiment touchée. J'ai dit, mais Madame Sanchez, même si on est entre communautaires, ça ne m'empêche pas de respecter le pays où je suis. Ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui font des bêtises que je suis d'accord avec eux. En aucun cas, ça m'a... C'est ni de mon idée, ni de mon éducation, ni si ça l'avenir que je souhaite à Arsène et Kylian qu'ils le deviennent demain. Je veux qu'ils gardent leur amour de patrie en eux-mêmes, au plus profond d'eux-mêmes, mais d'aimer le pays qui les a accueillis et d'y aller de l'avant. Ça, c'est mon objectif. Et je te jure, Samy, jusqu'à présent, je suis en contact avec cette assistante sociale, malgré qu'elle est en retraite maintenant, mais je suis toujours en contact avec elle. Elle m'apprécie énormément. Elle m'a dit, franchement, Madame Touari, si tout le monde avait cette idée, cette idéologie que tu as dans ta tête, je ne vais pas me jeter des fleurs, mais c'est ce qu'elle m'avait vraiment dit. Elle m'a dit, la société aurait avancé mieux que ça. Et de toutes les cultures ou toutes les origines aussi, hein, finalement. Parce que toi, oui, moi, ce que je retiens de ce que tu viens de dire, c'est aussi que à travers les rencontres et ton comportement, très belles rencontres. Voilà, tu arrives en tout cas à faire changer les gens ou à faire passer quelque chose aux gens. Oui. Que ce soit de la motivation, que ce soit de la confiance, que ce soit le fait de changer aussi l'opinion de quelqu'un vis-à-vis d'une communauté ou d'une catégorie de personnes. Ça passe toujours à travers les rencontres. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire aussi avec mes filles, c'est de leur inculquer justement cette envie ou ce besoin d'aller à la rencontre de l'autre pour mieux le connaître et pour faire en sorte qu'ils nous connaissent aussi exactement. Mieux. Enfin, c'est mutuel, c'est ces belles rencontres qui donnent... en se parlant, tu dis, j'aurais jamais imaginé qu'il était comme ça ou qu'elle était comme ça. C'est en discutant, on peut avoir des différents avis sur certaines choses, on ne peut pas être d'accord sur l'une ou sur l'autre, mais ça n'empêche que le contact, il est là. Que ce soit par toutes les communautés. J'essaie des fois, pourquoi je dis I speak English, des fois, pour moi, c'est un tabou. Je sais que je ne maîtrise pas l'anglais exactement, mais... I speak. Ça vient comme ça vient. Ça vient comme ça. Et c'est plus rigolo. Des fois, c'est spontané. C'est spontané quand elle me dit, je dis, we are debarking, alors que ça n'existe pas dans le dictionnaire de l'anglais. Il n'y a pas de debarking en anglais. We are debarking to London, we are debarking to the USA. C'est en fait, comment dire, la bonne humeur, ça apaise les humeurs et ça facilite le contact. Ça facilite vraiment le contact. Récemment, on a eu un gars qui est venu tatouer, avec 10 tatouages. Tu connais, Samuel. Il est venu manger ta suivante.
Katia, elle est venue, elle m'a dit, Nora, prépare-toi, il y aura quelqu'un que tu vas prendre dans tes bras. Ah bon? Eh bien, c'était lui. Il avait sa femme, ses 2 enfants avec lui, tout ça. Il était en train de manger. Et quand il a terminé l'assiette, justement, c'était à Svenine. Et quand il a terminé de manger, je suis partie le voir. Comme tu me connais, je pars, discute, alors, nanana. Je te jure, Samy, il a éclaté en sanglots comme un petit garçon de 8 ans dans mes bras parce que c'était le plat de sa grand-mère qui l'a fait grandir. Sa mère, elle travaillait. Et c'était le plat que sa mamie lui faisait. Et c'est ça, c'est tout. C'est des choses, c'est des scènes pleines d'émotions, pleines d'échanges, et voilà, ça donne de l'espoir. Ça revient te dire qu'avant on disait les racines de l'amour, elles sont dans le ventre. Je comprenais pas le sens du mot, mais là je le comprends maintenant. Parce que c'est ce lien-là qui va vers le cerveau, la mémoire qui reste. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, vous utilisez aussi, ou tu utilises en tout cas dans ta cuisine, tous les sens. Ça commence par le visuel, à quoi ressemble le plat, oui. Son odeur, tu vas le goûter, la texture. Et c'est ce qui fait que tu arrives à faire voyager les gens, déjà physiquement d'un pays à un autre, mais aussi dans le temps pour certains. Exactement. Je crois que la mission, c'est notre mission. Chacun sa mission dans la vie, je crois que c'est la mienne. La tienne, donc, c'est de faire voyager les gens. C'est de faire voyager les gens à travers les plats. Chacun se ressource, découvre. Et moi-même, c'est ce que je fais, je découvre la cuisine du monde. J'aime bien manger les cuisines des autres aussi. J'aime bien le partage. Et j'aime bien qu'on me cuisine aussi. C'est toujours un peu l'interrogation autour des gens qui travaillent dans la cuisine. Est-ce qu'ils cuisinent aussi à la maison? Est-ce qu'on leur cuisine? Est-ce qu'ils en ont pas marre? Tu peux pas avoir marre de cuisiner. Non, parce que c'est une passion. C'est une passion, tu te dis, malgré que tu arrives à un point, je suis marre, je suis fatigué, mais il y a toujours quelque chose à faire. Quand ton fils, ils ont l'habitude de manger le fait maison, tu peux pas leur empêcher. D'ailleurs, c'est le retour que j'ai de mes enfants à la cantine, quand ils leur donnent du couscous, mes enfants, ils ne mangent pas le couscous, parce qu'ils connaissent le vrai couscous. Donc, ils prennent un bout de pain, un bout de fromage, ils ne mangent pas. On arrive à la fin de l'émission. Malheureusement, on aurait pu rester encore des heures. Ah oui, si tu me laisses le micro, Mais on a tellement de choses à raconter. On le refera avec grand plaisir. En tout cas, Nora, on te remercie pour ces confidences, pour ton temps, pour cet échange qui a été juste génial pour nous. On fera peut-être un épisode derrière de récap où on partagera aussi avec Kaina ce qu'on a pu retenir de cet épisode. En tout cas, dans les grandes lignes, on a parlé d'exil, on a parlé de féminisme, de résilience, de rencontre. Le mot rencontre, c'est vraiment quelque chose qui est revenu tout au long de cette discussion. Et c'est ça. C'est toujours parti d'une rencontre avec quelqu'un. Enfin, on sent que ton parcours est rempli de rencontres avec quelqu'un qui a pu être ton mentor. Ça a commencé avec ton fils, avec chaque personne a Katia. laissé sa virgule. Tu t'es vraiment nourri, en fait, des rencontres. Exactement. C'est-à-dire que tu donnes beaucoup, mais tu te nourris aussi beaucoup de ces rencontres. C'est vrai. Donc vraiment, ça a été en tout cas un vrai plaisir pour nous d'enregistrer cet épisode avec toi. Plaisir partagé. Merci Samy de m'avoir donné cette occasion de m'exprimer. Je suis à l'aise et sachant qu'on n'a rien préparé, c'est spontané. Ça a été une discussion. La discussion comme à la maison. Voilà, c'est comme notre cuisine comme à la maison. Et ça me fait un énorme plaisir, surtout d'être auditionné, d'être questionné par notre petite Kaina, que je vois en elle avec son beau sourire et ses yeux qui artent, qui aime découvrir à longtemps, elle est à l'écoute, elle te regarde ce que tu lui dis, parce que je sais, je la sens très très bien, cette petite fille, elle ira très très loin. Très très loin. On se souviendra de ce podcast, hein. Tu le gardes Est-ce que tu as passé un bon moment, Kaina? Oui. On aura l'occasion d'échanger sur l'épisode. Est-ce que tu veux dire un dernier mot à Nora? Tu veux la remercier? Merci d'être venue. C'est moi qui te remercie, toi et ton papa, de m'avoir invité. J'espère qu'on a passé un très très bon moment. Et moi, si tu me laisses le micro, je ne lâche pas. Je continuerai jusqu'à ce soir. Je vais raconter encore beaucoup, beaucoup plus. On aura l'occasion d'en refaire. Merci Nora, merci Kaina. Merci Kaina, merci Samy de m'avoir invité. Ça m'a fait un énorme plaisir. Merci de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer. Nora qui s'exprime. C'est un projet qui est concrétisé. C'est bon. C'est ça. Plaisir partagé. Merci beaucoup, Nora. C'est moi qui vous remercie. À très bientôt. À très vite. Merci. Au revoir.